Rachdi. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver avec un léger retard ce soir. Mais FaceFoot est toujours au rendez-vous tous les lundis sur Zer pour parler de l'actualité du foot national et international, surtout national. Vous allez le voir dans la Newsweek, notamment avec nos chroniqueurs caustiques et vous, chroniqueurs également de l'émission sur la page Facebook de l'émission, la page FaceFoot. On va revenir sur les événements, les questions qui vous ont intéressé cette semaine. On va dérouler tout cela. On va commencer d'abord par, bien sûr, le plateau de cette semaine avec celui qui a la patte gauche, la patte droite, laquelle qui la patte droite, la plus efficace. Nasser Bouich, le recordman absolu, le record pas encore battu, meilleur buteur du championnat qui est avec nous, chroniqueur de FaceFoot. Merci d'être là, Nasser, ce soir. Merci, bonsoir Riyad, bonsoir à nos amis sportifs et très heureux comme toujours d'être là. Avec un léger retard, mais toujours patient à côté de vous. Sid Ahmed Khadis également est avec nous. Salut Sid. Salut Riyad. Merci d'être là. De l'autre côté, ceux qui sont souvent mal aimés par le monde du football, par les spécialistes, mais qui sont là, qui sont têtus, qui donnent leur avis, qui analysent, qui critiquent, qui font les équipes, qui font souvent les tactiques, notamment Rafiq Habib du journal Compétition qui est avec nous ce soir. Salut Rafiq, merci d'être là. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour cette belle émission. À côté de vous, il aurait peut-être été un des acteurs fétiches des affranchis de Martin Scorsese, mais il a été casté par FaceFoot et il est irrecrutable, c'est Jamel Rachdi. Salut Jamel. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. À côté de vous, il est peut-être jeune, mais il a les dents longues. C'est Amin Tirman de la rédaction de ZTV. Salut Amin. Bonsoir Riyad et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, gros week-end cette semaine, finale de Champions League africaine, Usman Alger contre le tout-puissant Mazembe. On va en parler beaucoup, notamment ce soir. On va parler de l'équipe nationale, on va parler du foot européen, on va parler de FIFA et on va parler du breton, notre breton national, Christian Gourcuff, qui a annoncé sa liste élargie de joueurs qu'il va réduire à 23 joueurs. Mais déjà, comme nous aimons faire la polémique, n'est-ce pas Jamel? On va encore la faire ce soir. La Newsweek, avant de commencer l'émission, elle est présentée par l'inévitable Hawali Besson. Après les scandales qui ont secoué la FIFA, et voilà que les candidatures se bousculent au port du siège de Zurich. 6 prétendants ont déposé officiellement leur candidature. Le prince Ali de Jordanie, le sud-africain Tokyo Sexual, homme d'affaires et ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela. David Nakid, ancien capitaine de la sélection de Trinité et Tobago de football. Le français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, poulain du patriarche Sepp Blatter. Michel Platini, le président de l'UEFA, actuellement suspendu 90 jours par la FIFA et dont la candidature s'inscrit désormais en filigrane. Et enfin, le cheikh bahreïni Salman Ben Ibrahim Al Khalifa, patron du football asiatique et vice-président de la FIFA, est le dernier à avoir déposé son dossier, dont la date limite est fixée ce soir à minuit. Sur les 6 postulants, qui sera l'héritier d'un royaume terni par la corruption? Les partisans du football business ou ceux du football champagne? Réponse le 26 février prochain. Mon équipe Porto a gagné ce match. Voilà, c'était un match très important pour nous. On savait qu'on allait jouer contre une bonne équipe de Maccabi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très content et on est tous très contents d'avoir pu prendre les 3 points ce soir. Yassine Brahimi, FC Porto, Maccabi Tel Aviv et l'UEFA. Voici une tornade que certains médias algériens ont déclenchée. Une surmédiatisation à cause d'un simple match de football. Ce qu'on reproche à Yassine, c'est d'avoir joué face à un club israélien et de rejouer le match retour de la Ligue des Champions face au même Maccabi Tel Aviv le 4 novembre prochain en Israël. Un joueur professionnel sous contrat ne peut refuser de jouer, sauf cas exceptionnel, blessure ou écarté du groupe pour mauvaise conduite. Apprentis sorciers et théologiens de la balle ronde, arrêtez l'amalgame, car le football est juste un sport. Brahimi est un footballeur, laissons la politique aux politiciens. Je me trompe peut-être ou pas.
Christian Gourcuff a choisi 32 joueurs présélectionnés pour la double confrontation que devraient livrer les Verts le 14 et 17 novembre contre la Tanzanie, respectivement à Dar es Salaam et à Blida. 2 matchs comptant pour le deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le sélectionneur des Verts a convoqué Raïs Mboulhi, Adlan Guedioura et Jamal Msbah. Le retour de ces 3 cadres va certainement aider le coach national à remettre de l'ordre dans le vestiaire. Notez aussi l'absence mystérieuse de Mohamed Lamine Zamamouche qui fait partie désormais des joueurs blacklistés. Sauf si les chroniqueurs de FaceFoot pensent le contraire. Le débat est ouvert. Bonne soirée. Le débat est ouvert, on va parler de la sélection tout à l'heure, on va parler également de Brahimi qui joue la Champions League comme l'année dernière avec le Football Club de Porto. Mais on va parler de foot champagne. Foot champagne, c'est pas ce qu'on prend ici, hein, je vous rassure tout de suite, c'est de l'eau. Hein. Mais le foot champagne, c'est plutôt un foot assez léché, c'est du spectacle. Comme le foot que joue le Barça ou le Brésil ou parfois l'Argentine, pas souvent. C'est un football assez léché, très technique. Et c'est un petit clin d'œil à la candidature de Jérôme Champagne, qui était le secrétaire général de Sepp Blatter, notamment, mais il y a beaucoup de candidats, notamment le prince Ali de Jordanie. C'est une campagne électorale, messieurs, qui s'annonce difficile, puisque la succession d'un Sepp Blatter, c'est peut-être les plus sombres moments de l'histoire du football mondial qui sont en train de s'écrire. Un Sepp Blatter qui est réélu et puis qui est éclaboussé, pour ne pas dire plus, par des scandales, qui est suspendu pendant 90 jours, lui et le président de l'UEFA, Michel Platini, qui voulait être le successeur justement de Sepp Blatter, à cette fédération internationale qui gère le football mondial, qui gère la Coupe du Monde, qui aide les pays les plus pauvres pour le développement du football mondial. Alors, est-ce que, à votre avis, ces élections vont pas effacer, mais un peu faire oublier le feuilleton noir que vit le football mondial et la FIFA à l'affaire? De toutes les manières, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que maintenant, la FIFA est sous les feux de la rampe. Ils ne peuvent que changer. C'est-à-dire les réformes sont désormais demandées par tout le monde. Ils ne peuvent que changer ou ils doivent changer? Ils doivent changer parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire que c'est le scandale qui a éclaboussé cette grande fédération qui, il y a quelque temps encore, se sentit intouchable et même au-dessus des gouvernements. Cette organisation, la plus grande organisation internationale, aujourd'hui, elle doit apporter des réponses à des questions et elle doit se réformer dans son fonctionnement, dans la manière d'aborder tous les dossiers, dans le choix des pays pour les grandes compétitions. C'est une organisation qui a le monopole de quelque chose, donc elle doit le distribuer sous la forme la moins opaque possible. Et pour cela, ils doivent donner un gage de sérieux et de changement. Je pense que ces élections vont se dérouler sous ce titre générique. Aujourd'hui, l'auteur du papier a cité les candidats, Wali Bessol. Je pense qu'il l'a fait ce matin parce que depuis ce matin, il y a eu quand même des changements. Il y a eu Gianni Infantino, polyglotte. Infantino, c'est le secrétaire général de l'UEFA. Je le résume. Hein. Alors, Giovanni Infantino, qui est polyglotte, reconnu, il est avocat de profession, secrétaire général de l'UEFA, c'est bien ça. Ouais. Il va se présenter à cette élection et le comité exécutif de l'UEFA a décidé, peut-être pour remplacer Platini. C'est clair et net, c'est un lâchage, c'est-à-dire... Platini est lâché? Platini, c'est fini. De toutes les manières, ça ne sera pas le candidat de l'UEFA. Et je ne pense pas lui, il est intelligent.
Voilà, il a fait un donc, rappel aujourd'hui qui a été. de toute façon, il a très bien capté le signal. L'Europe a choisi donc peut-être le futur successeur de Blatter, parce que lui-même, il est à moitié suisse déjà. Donc on va peut-être remplacer un Suisse par un autre. Bon, Pour vous, Platini est fini? ah oui, c'est clair. Parce que, bon, d'abord, il est fini parce qu'il ne va pas se porter candidat. Ensuite, il a été franchement éclaboussé dans cette histoire. Et je me demande s'il va même garder son poste de président de l'UEFA. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quels sont les enjeux de cette... c'est vrai qu'ils vont tous essayer de réformer, mais c'est quoi les enjeux par rapport surtout aux petits pays, aux pays dits de tiers-monde, ou en voie de développement, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses, effectivement, à Blatter et à Vlange avant, mais ce sont quand même deux hommes qui ont fait une distribution, entre guillemets, équitable, du moins de la manne financière, et qui ont aidé beaucoup de pays à se développer. Le deuxième enjeu, c'est clair, il faut donner des gages aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont été à l'origine de C'est la FBI qui a déclenché tout ce ça. scandale. Peut-être qu'il déclenche petit à petit aussi. Hein. Voilà, les États-Unis ne veulent plus d'une FIFA comme elle l'a été avant. Donc c'est acquis Si vous dites États-Unis, est-ce que le football commence à intéresser justement les États-Unis? Oui, c'est clair qu'ils les intéressent. Ils ont déjà organisé une Coupe du Monde, ils voulaient organiser une autre. Ils veulent organiser une Coupe du Monde féminine qui a été organisée au Canada. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde de football féminin. Donc, il est très développé parmi le football féminin, très développé aux États-Unis. Et ils veulent aussi s'intéresser de plus en plus au football parce que c'est un enjeu financier et surtout politique. Il ne faut pas se voiler la face. La FIFA, c'est vrai qu'elle n'est pas là pour faire de la politique, mais elle fait de la politique. Elle fait de la politique. Malgré elle. Jamal, après je donne la parole à Nasser. Jamal Arjdi, quelle image laisse la FIFA actuellement? Nous sommes en octobre 2015, avant ces élections. Quelle image la FIFA donne au monde actuellement? Est-ce que le bilan Blatter est si noir que ça? Ou alors, est-ce que Blatter a fait pour les pays les plus démunis, les plus pauvres, pour le football mondial? En tous les cas, pour les pays du tiers-monde, pour les pays africains notamment, et ceux du sud-est asiatique, je pense que le départ de Blatter va être très très fort ressenti. Vraiment, ça va être ressenti et regretté, parce qu'il faut dire que ce personnage, au-delà de tous les scandales qu'il y a eu, au-delà de toutes les tempêtes d'où il est sorti plusieurs fois indemne, je pense qu'il a fait beaucoup pour le football africain et le football dit des pays pauvres. Le simple vote d'une fédération, une voix, est déjà très éloquent. Parce que vous avez le Sao Tomé Principe qui a une voix, alors que la France a une seule voix, ou bien l'Italie a une seule voix, alors qu'il n'y a aucune comparaison, aucune commune mesure entre les deux pays. Donc je pense que sur ce plan, il va y avoir des réformes, il va y avoir des changements, le vote va être changé. Maintenant, ce que je regrette, c'est que parmi tous les personnages qu'il y a, tous les candidats, les potentiels candidats, aucun n'a le charisme qu'avait Blatter ou avait Avalanche ou avait même Platini. J'allais dire Platini. Oui, Platini, je crois qu'il s'est pris à son propre piège. Même si rien n'est encore joué. N'a pas été piégé par Blatter. Non, rien n'est encore joué. Je pense que rien n'est encore joué. Moi, je pense que Platini pourra revenir, faire acte de candidature, et le secrétaire général de l'UEFA pourra retirer sa candidature. Pour laisser place à Platini. Je pense que ce sera faisable. Amine, je vais donner la parole à un footeux qui s'y connaît en marketing. Depuis quelques décennies, le foot business, le foot et l'argent, c'est un mariage presque incontournable. Blatter a fait de la Coupe du Monde une entreprise économique gigantesque depuis, n'est-ce pas l'affaire, depuis déjà plusieurs compétitions. Est-ce que Blatter est vraiment coupable à tous les points de vue ou est-ce qu'il a révolutionné le monde du football, à votre avis?
Non, mais après, ça va de l'évolution. C'est-à-dire que le football est devenu un business. Les meilleurs des exemples, sur un point purement lobbyiste, on peut parler du lobbying des sponsors. On voit aussi. On ne va pas les nommer, mais il y a un grand lobby de boissons gazeuses. Exactement. Et qui sont basés à Atlanta, aux basés aux États-Unis, par exemple. États-Unis. Donc on voit toute l'importance que génère l'organisation de ces Coupes du Monde. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football est partie intégrante d'une grande hiérarchie marketing et de sponsoring aussi. Donc je pense qu'ils ont tout à gagner. Et comme vous l'avez cité, que ce soit les deux sponsors de marques internationales qui sont basés aux États-Unis, qui ne veulent plus de Joseph Blatter, je vais rejoindre un peu ce que disait Jamel. C'est-à-dire que les gens, même si Blatter a beaucoup fait pour le football et pour les nations, soi-disant dites, entre guillemets, pauvres, mais les gens ne retiendront que les scandales à la fin. C'est-à-dire qu'on le voit, il n'a même plus l'appui de ses sponsors. Donc à un moment donné, même s'il a fait, c'est vrai qu'il a vraiment révolutionné le football mondial. On l'a vu à partir de l'avant-dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire où il y avait un gros enjeu financier de par l'organisation, que ce soit le pays économiquement ou socialement parlant. Après, sur un plan personnel, Blatter, je pense qu'il n'est pas exonéré de tout Juste avant de reproche. poser la question à Nasser, s'il n'y avait pas ces scandales, est-ce que Blatter était encore l'homme fort du football mondial? Oui. Si les scandales n'étaient pas sortis, est-ce qu'il était encore le grand patron? On se souvient Oui. par exemple de l'affaire DSK, qui était patron du FMI et qui a subi un scandale d'une autre nature, bien évidemment, mais qui avait Puissance. Non, qui était candidat potentiel à une présidence et qui est devenu. Le FMI n'a rien à voir avec la FIFA. Non, ce que je la veux dire- FIFA est plus puissante que l'ONU maintenant. Elle a Est-ce que la FIFA est plus puissante qu'un État? Bien sûr qu'elle est plus Elle peut puissante l'être. qu'un État. Elle est plus puissante que l'ONU. Toutes les résolutions de la FIFA sont appliquées à la règle. Les résolutions de l'ONU ne sont pas appliquées. On a comme exemple frappant la question palestinienne ou la question sahraoui, par exemple. Donc, sur ce plan-là, la FIFA fait appliquer toutes ses décisions. Si jamais un président se fait élire au cours d'une assemblée générale au Swaziland, eh ben, le Swaziland sera suspendu, sinon s'ils doivent refaire Et c'est la même chose aux États-Unis C'est ou dire ailleurs. la toute-puissance C'est la puissance, du football bien sûr, mondial. mais bien Pour sûr. terminer, Nasser, alors il y a eu une passation de pouvoir entre Avalanche, le Brésilien, et Blatter pour la direction du football mondial il y a déjà plusieurs décennies, au moins une vingtaine d'années. 30 ans. Voilà, au moins 30 ans. Maintenant, il va y avoir un nouveau président qui s'annonce à la tête de la FIFA avec un scandale à la clé. Est-ce que, à votre avis, le football mondial ou les destinées du football mondial peuvent être changées ou peuvent être différentes de la gestion de Blatter à l'époque? Bien sûr, je pense que celui qui va arriver, il va changer, il va ramener les hommes à qui il fait confiance. C'est comme la politique, hein. Il place ses éléments, les gens compétents, son entourage avec qui il a déjà travaillé, il a montré beaucoup de choses. Et c'est ça la FIFA, hein. Moi, ce que je retiens de ce scandale, quand un journaliste pénètre dans une salle de conférence, il jette un paquet d'argent sur Blatter, ça montre que même les billets étaient vrais parce qu'ils ont fait ils voulaient savoir si c'était des faux billets ou des vrais. C'était des vrais. C'était des vrais billets. Et sur Blatter, ça montre qu'un homme de telle ampleur qui a fait beaucoup pour le football sort de cette façon d'une FIFA scandalisée avec tous les soucis qui se passent actuellement. Et c'est ça la honte du football actuellement, du football mondial. Mais ce qui est regrettable dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'accusation directe concernant Blatter. Tout à fait. C'est une enquête Le suisse. problème qui se pose, c'est qu'il n'y a aucune accusation directe concernant Blatter. Mais il faut savoir que l'enquête est toujours en cours. Peut-être ça va venir. Exactement, Mais ça peut arriver. pour l'heure, il n'y a rien eu. Voilà. On connaît la justice, tout le monde est innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité, mais
quand il y a un doute, une suspicion, un scandale, et on connaît la puissance des médias, notamment dans le football, on sait que Blatter est vraiment, vraiment affaibli dans cette affaire. Et Platini n'est pas fini encore. Platini, il peut revenir d'un moment à un autre parce que... Platini peut revenir, c'est l'avis de Nasser et c'est l'avis de Jamal. On va citer justement les 8 candidats pour rejoindre toute l'équipe, comme quoi ils ne font pas vraiment le poids et comme quoi ça prouve aussi que c'est devenu plus un business qu'une institution de football. En plus de Platini qui est désormais un ex-favori, comme l'a si bien dit Rafiq Habib, il y a Sheikh Salman, membre de la famille royale du Bahreïn, président de la Confédération asiatique du football, Tokyo, ouais, sexual, ouais. C'est un ancien. C'est difficile à compagnon- dire, il faut le dire vite. Il faut le dire très vite. Il faut le prononcer très vite. Lui, c'est un ancien compagnon de prison de Nelson Mandela. De Nelson Mandela. Il est aussi un riche homme d'affaires sud-africain. Il y a le prince Ali, qui était bien parti pour être un bon candidat, un bon Le prince favori. du roi régnier de Jordanie. Il avait même, exactement, c'est le demi-frère du roi jordanien Abdallah. Il avait même poussé Blatter au second tour en mai dernier. Il est soutenu aussi par l'UEFA. Et il y a Jérôme Champagne, qui est un ancien. Par toute l'Asie, faut le préciser. Exactement, Toute la c'est pour partie ça qu'il a Asie été le soutient. un Alors, gros potentiel. juste pour résumer, pour passer à autre chose, messieurs, qui est en pole position pour passer? Est-ce que c'est Champagne qui pourrait peut-être remplacer son mentor? Son nom est bien doux, mais je regrette, il n'a aucune chance. Le Prince Champagne, Ali, peut-être, parce que maintenant il y a aujourd'hui de grosses pointures qui sont entrées en jeu. D'abord, il y a le Prince Ali. Le Prince Ali qui a un élan de sympathie envers lui parce qu'il a eu le courage d'affronter Blatter, etc. Blatter et Platini Mais ensuite. aujourd'hui, bon, ces voix, il doit les partager avec un autre C'est le asiatique. vote, c'est le C'est le vote. Bahreïnais qui a changé la donne. C'est le tout-puissant patron du football asiatique. C'est le candidat sud-africain aussi. Qui a des moyens. Le Sud-Africain, Mais non, parce qu'il va c'est un partager- politicien brillant. Aguerri. Il a failli même devenir président de la République. Il était présidentiable pour succéder à Mandela. Il était sur la liste. Est-ce que le Bahreïn ne va Maintenant- pas dissoudre les voix que peut avoir Ali? Je pense que l'un d'eux va se retirer. Je pense surtout que c'est mais par Ali solidarité, il devrait. qui va se retirer. L'un envers Voilà, parce que Parce qu'il y aura deux voix en jeu et Mais par je pense solidarité, que ils font partie du même, on va dire, exactement. Donc l'un d'eux devra se sacrifier pour l'autre à un moment le donné. dernier en date, c'est-à-dire le secrétaire général de l'UEFA, le Infantino. Gianni Infantino, Infantino. il part quand même avec les faveurs de Mais d'ici là, pronostic parce qu'il a le soutien de l'Europe. Bon, Infantino, il ne va Quand, pas être adulte. Ça va être difficile. bon, j'espère qu'il sera. Alors, 25 minutes, Gianni Infantino pour Jamel Rachdi, peut-être le président de la Confédération asiatique pour... Non, moi je pense. Non, je voulais dire simplement que le prince Ali risque de perdre toutes les voix qu'il avait recueillies en Afrique et dans les pays arabes. Moi, je Avec- miserais avec- plutôt une avec- pièce sur le prince Ali. Peut-être Oui. que... Bon, ça dépend. L'Europe, pour qui elle va voter? Alors, on va passer à autre chose. Alors, l'icône du football algérien, cette petite perle noire. On l'avait déjà à l'époque, la perle noire qui s'appelait Jamel. Ouais, ça en remonte à très très loin. Mais vous allez nous rappeler son nom pour les plus jeunes. Ouh. C'est une colle. Allez, vous allez le retrouver. Non, mais je vais la Enfin, retrouver. moi, c'est Ben Barka. Ben Barek. Ben Barek, voilà. Qui est d'origine marocaine. Qui était là notre perle noire? Et la perle noire, Ben c'est Barek. bien sûr Yassine Brahimi, qui a magnifiquement joué son tour de Champions League africaine face, messieurs, à un club israélien, sioniste pour certains. Chacun l'appellera comme il le voudra. C'est vrai, l'État israélien est un État sioniste. Et il y a eu une campagne sur Internet, une campagne sur les réseaux sociaux et une campagne également sur la presse, Des plateaux. ou une certaine presse, j'aime pas dire certaine presse, mais sur la presse général. algérienne en général. Avant le match de Porto, au stade Dragao, le stade du Dragon, à Porto, face au Maccabi Haïfa, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le Maccabi Tel Aviv. Victoire du FC Porto 2-0 et notamment un but de Yassine Brahimi qui a marqué au 5 juillet face au Sénégal et qui marque juste après en Champions League face au Maccabi. Et puis on lui a fait, alors je ne sais pas si on lui a fait un procès ou c'était un non-dit, est-ce qu'il fallait jouer contre un club de l'État sioniste ou pas? Est-ce qu'un joueur professionnel qui joue dans un club européen professionnel
doit tenir ses engagements. C'est assez compliqué, hein, ce débat. On a beaucoup réfléchi, pour être honnête, hein, on a beaucoup réfléchi avant d'ouvrir ce débat ce soir. Mais est-ce que c'est pas un lourd fardeau que doit porter un joueur de football professionnel, tout simplement, qui n'est pas un homme politique, comme l'a dit tout à l'heure Houali Bassol, qui est juste un joueur. Il a un boulot, il est joueur professionnel. La réponse, elle est là, Riyad. Voilà. Tu la donnes toi-même. Non, mais je pose la question, messieurs. Moi, en étant joueur, si jamais demain je suis appelé, comme Yassine Brahimi, à jouer dans un club européen et que je joue la Champions League, je représente les couleurs du FC Porto. En aucun cas, je représente les couleurs de l'Algérie. Il ne joue pas, c'est pas un sport individuel. Ce n'est ni un boxeur, ni un judoka. Il ne va pas pour défendre. Il ne représente pas l'Algérie, il représente un club portugais. En aucun cas, il va pour défendre les couleurs nationales. Mais je pose la question aux joueurs. Voilà, c'est très important. Moi, j'aurais joué. Soit Sid, soit Nasser. Vous êtes sous contrat avec un club européen. Si vous ne voulez pas jouer contre un club israélien, vous dites quel est l'argument que vous donnez à votre coach et à votre président. Pourquoi je ne joue pas? Sur un point personnel, si jamais il y a une quelconque polémique, moi, joueur, demain, j'irai déjà, il y a un contrat à signer au début de saison. Donc, si il a quelques recommandations ou quoi que ce soit envers le club. Il les met sous contrat. Exactement. Le contrat, il met un avenant qui stipule que si jamais demain on affronte un club israélien, je ne joue pas. Et le club verra s'il sera d'accord ou pas. Mais la question qui se pose, pourquoi ne pas jouer contre un club israélien alors que le joueur a joué à Porto et demain, dans 15 jours, il sera appelé à jouer à Tel Aviv. Donc, quelle est la raison on va dire, l'argument peu plausible qui pourrait faire en sorte que Brahimi ne dispute pas ce match. Moi, je trouve aucun argument. En plus, c'était à Porto. Hein. Exactement. Vous précisez, c'était à Porto. Nasser, tu es dans la peau de Yassine Brahimi. Voilà, tu es sous contrat avec Porto, tu es en Champions League, tirage au sort, et le Maccabi est dans le groupe de Porto. Je vais être sincère dans ma réponse. Bien sûr. En tant que joueur, si j'étais dans le même cas de Brahimi, j'irais demander l'autorisation à mon club de ne pas participer. Et si c'est refusé? Ça, c'est mon avis. Si j'ai des convictions, si je suis... Non, mais moi, je trouve que c'est encore mieux, excuse-moi, le fait de jouer contre eux et de marquer un but. C'est encore mieux de jouer, de marquer un but. Tu demandes l'autorisation. Si il voit qu'il y a une polémique, il est musulman. Non, mais lui, il défend les couleurs de son club. D'accord, mais il sait quelle sensibilité a cette... Musulman, ça n'a absolument rien à voir. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont demandé. Hein. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. Mais musulman, je me rappelle pas les noms. C'est arrivé avec celui qui est décédé, qui jouait au RC Lens, je pense, Fouet. Marc-Vivien Fouet, qui avait une polémique à une certaine époque, en 2005, en 2006, il avait refusé aussi. Un autre joueur aussi avait demandé, ça c'est pas demande au club, et les clubs comprennent ça. Non mais la question, en général, ils acceptent. Non mais la question, elle est, est-ce qu'il faut condamner Yassine Brahimi sur le fait de jouer ou pas? Messieurs. D'abord, c'est un choix individuel. Et déjà, Brahimi, là, il a déjà tout un poids sur les épaules, parce que c'est clair que pour lui, c'est un dilemme. Est-ce qu'il va participer? Surtout dans un contexte actuel, ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il faut pas se cacher. Dans le Moyen-Orient. Voilà, c'est-à-dire il se passe... L'oppression est terrible, il y a une recrudescence des événements, etc. Il est vrai que Brahimi va se poser la question, est-ce que je vais partir ou pas? Maintenant, il ne faut pas lui rajouter la pression. C'est à lui de Excuse-moi, on en parlait tout à l'heure avec Jamel hors antenne. Moi, je voudrais poser une question. Si jamais demain, on l'avait dit tout à l'heure, si jamais demain l'Algérie en Coupe du Monde, ça peut arriver, affronte Israël en 8e de finale. On joue pas? Dans ce cas-là, ça ne sera pas un individu. C'est pas un individu. On en parlait avec Jamel, mais c'est la question. Non, mais là, ce sera un choix politique de l'État. Ça, c'est notre histoire. De l'État algérien. C'est un choix politique. Donc, à aucun moment, Yassine Brahimi ne défend les couleurs nationales. Il défend les couleurs de Porto, donc il est obligé d'aller jouer. Dans ce cas-là, c'est un choix politique. Brahimi n'a pas à prendre de choix politique. Voilà, c'est pas un homme politique, c'est juste. Il va faire son boulot, il va jouer, ça s'arrête là. Nasser, il est juste employé. Écoutez, il joue dans un club professionnel européen. Certains n'ont pas hésité à dire, absurdité, pourquoi n'avait-il pas le drapeau palestinien sous le maillot? Non, mais je vais aller... S'il avait le drapeau palestinien sous le maillot, il l'aurait exhibé, je vais aller plus loin. À nos amis Facebookers, et je te donne la parole. Kanoté, il l'a fait. Non, mais attendez, il a été attendez. Jamel,
Avant, on le faisait, il y avait moins de sanctions que maintenant. Non, mais parce Maintenant, que... la FIFA, elle est intransigeante. Aucun signe. Aucun signe ostentatoire. Exactement. Aussi Pendant un bien match religieux officiel. qu'autre chose, que politique. Aux politiques. Alors, messieurs, je pose la question. On a vu, et je parle à nos amis Facebook, qui auront la parole dans la troisième partie de l'émission, qui ont été très durs avec Yassine Brahimi. Et moi, je me mets à la place du joueur, qui est seul, parce qu'il faut vous mettre à la place du joueur. Il vit au Portugal, il est algérien, même s'il est binational et il est né en France et il vit en France. Il a le cœur algérien, il porte le maillot et le drapeau sur... Et la cause palestinienne, sans et doute. la cause palestinienne. Et il est musulman. Et il est musulman. Et on l'a vu, la prière et la Et prosternation. c'est son travail, hein, le football, c'est son travail. Je n'aime pas un peu faire l'amalgame entre le sport et les... Non, mais c'est beaucoup plus... Et les convictions- La et les célébration du but qui a fait débat par la suite. C'est beaucoup plus la justement, célébration du alors, but. on a vu sur les réseaux sociaux les internautes qui disaient il ne faut pas qu'ils jouent la cause palestinienne, il ne faut pas oublier les enfants, les Palestiniens opprimés, assassinés tous les jours, et ça on ne l'oublie pas, et on condamne cette invasion du territoire et du pays de la Palestine envahi par un État sioniste, et ça on ne le conteste pas, mais quand on voit un être humain qui a moins de 30 ans, qui doit faire son métier et jouer un match de football, et il a dû se dire allez, je dois jouer ce match, et puis il faut que je les batte. Puisque je joue, il faut que je les batte. Moi, et puis, attends, là, et puis il marque un but. Et on l'a vu tout à l'heure dans le sujet. Il se prosterne, et puis réaction immédiate. Après, sur les réseaux sociaux, j'ai lu des magnifiques, j'ai lu des Masha'Allah. C'est dire que on le condamne s'il joue le match, et puis on est très fiers de lui après avoir battu une équipe israélienne. Alors, est-ce qu'on doit franchement mélanger la politique, la cause réelle de la Palestine, qui est une cause innée pour nous, Algériens, parce qu'il y a deux causes internationales qui sont dans l'âme des Algériens, c'est la cause palestinienne et la cause du Sahara occidental, Sahara al-Gharbia, qui ne changeront jamais, bien évidemment. Mais est-ce qu'un joueur doit porter tout cela sur ses épaules? Est-ce que c'est normal, à votre avis? Non, honnêtement, je crois qu'on est en train de faire un faux procès à Brahimi. Non, je dis pas. Je dis, est-ce que vrai ou faux procès? Voilà la question. Moi, je pense que c'est un faux procès. Moi, je veux pour preuve la cinquantaine de Palestiniens qui ont témoigné tout leur soutien à Brahimi en lui promettant d'aller voir le match, même à Tel Aviv, c'est-à-dire à dépasser le fameux corridor pour aller l'encourager. Je crois que c'est la meilleure illustration. Battre un État sioniste, au moins en football, Sur ces terres. On a vu des Palestiniens, j'ai vu des photos sur Internet où des Palestiniens manifestaient, se faisaient tirer dessus par des... Avec le drapeau algérien. On dit des balles en caoutchouc, mais en réalité c'est des balles Avec réelles, le drapeau avec un algérien. drapeau algérien sur les épaules. Est-ce qu'un Algérien qui va en territoire occupé, parce que je ne veux pas et je n'aime pas et je ne supporte pas de dire État d'Israël, parce qu'il n'existe pas à mes yeux, c'est la Palestine. Quand on voit un joueur algérien qui est en réalité un Palestinien sur le terrain, ça fait sourire un peu l'affaire, mais c'est un peu vrai. Au lieu de lui interdire de jouer, c'est peut-être un peu de la Palestine qui est représentée dans Non, mais après, il y a tout le monde qui connaît... Il y a tout le monde qui connaît le soutien du peuple algérien au peuple palestinien. Même en Coupe du Monde, tout le monde criait à la gloire des Palestiniens. Les Palestiniens aussi sont reconnaissants de tout cela et savent très bien que les Algériens sont de leur côté. On est un peu spécialiste de ce genre de faux débats dans les réseaux sociaux algériens, surtout maintenant il y a Surtout les dans les réseaux sociaux médias. qui existent. Dans les médias, mais surtout chez le public et ceux qui sont concernés justement par le football. Parce que moi, les 2 dernières ou 3 dernières Coupes du Monde, on a tout le temps entendu parler de pourquoi pas un match Algérie-Palestine, Algérie-Israël, pour les battre et la revanche, etc. Ça, c'est aussi l'avis des Algériens. Le rêve de jouer contre Israël, comme ça les battre, c'est comme s'ils les gagnaient aussi de participer dans cette guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Après, maintenant pour Brahimi. Pour Brahimi, ça va être... La décision qu'il va prendre, on ne va pas l'en vouloir. Ça va être très dur pour lui.
par rapport au déplacement à Tel Aviv. On espère que le peuple et surtout les médias, parce que les supporters, après, on ne peut pas leur en vouloir. Après, les médias, ils ont plus ou moins un niveau intellectuel plus élevé que certains supporters. Il ne faut pas trop lui mettre la pression, c'est un joueur de football. Il y a aussi des Pour supporters son qui déplacement, sont médecins, cadres, ça peut arriver aussi. pour certains, vous voyez de qui je parle. Oui, bien sûr, il y a une certaine catégorie. Enfin, Qui a nous, même un on peu parle, on va pas stigmatiser ou cataloguer les supporters. C'est des supporters algériens qui aiment l'Algérie. Il doit comprendre une chose, ce n'est pas parce que Brahimi va faire le déplacement qu'il n'est pas pour la cause palestinienne. Il peut aller jouer son match et continuer à soutenir la cause. Exactement. Il va participer au comité de soutien. Pour moi, le plus important, c'est que Brahimi arrive à se hisser au plus haut niveau. Il est arrivé au quart de finale de la Champions League l'année dernière. Ouais. Pour moi, le plus important, c'est que Brahimi arrive à se hisser en demi, pourquoi pas en finale de Champions League. C'est là où il représentera l'Algérie. Et en tout cas, je pense que l'opinion publique mondiale et même l'opinion sioniste connaît la position de l'Algérie dans cette situation. J'adore ton sourire qui est absolument explicatif. Quand un Algérien joue, c'est la Palestine qui joue. Et je pense que Israël et l'État sioniste israélien le sait parfaitement. Au-delà des sentiments et des sensibilités des uns et des autres, Brahimi est un joueur contractuel. Simple joueur de football. Qui joue professionnel. Exactement. Et s'il joue pas, si on l'oblige à aller à Tel Aviv, c'est qu'il sera obligé de partir à Tel Aviv. Et il aura beaucoup de problèmes s'il ne joue pas. La réponse revient aux joueurs. Peut-être qu'il y a des discussions avec le club actuellement parce qu'ils entendent des regards, ils voient qu'il y a une polémique et tout. Les gens de Porto peuvent aussi bien sûr, le conseiller aussi. Peuvent le comprendre, peuvent comprendre la position de Brahimi. Bien sûr. Voilà. Alors on dit que Brahimi est blessé, qu'il ne pourra pas faire le déplacement pour le match retour. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, Brahimi est un pro, Brahimi est un grand joueur algérien. Brahimi représentera au mieux les couleurs de son club. Et moi, j'en veux à certains qui est en train de critiquer Brahimi actuellement. Merci, Nasser. Je leur dis, taisez-vous un petit peu parce que c'est un grand joueur, il l'a montré. Il utilise les mots forts. Voilà, il l'a montré et parce qu'ils ont été en Coupe du Monde, ils ont représenté l'Algérie. Ça sert à rien. Plus algérien que Brahimi, tu meurs. Celui qui a une carrière derrière. Voilà. On va passer à le dernier sujet de la Newsweek. C'est la liste de Christian Gourcuff. La liste élargie, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas encore la liste des 23. Pour la Tanzanie, ce match barrage pour les groupes de qualification de Coupe du Monde. On va voir tout de suite le tableau de cette liste élargie que va nous montrer Mehdi Haddad et Hicham Zeliwan. Voilà, on va le voir Voilà, le choix de Gourcuff, voilà, c'est une assez large liste, sans trop de grandes surprises, mais pas seulement. Il y a quand même certaines surprises. Il y a des comebacks et il y a ce que nous avons choisi d'appeler les blacklistés. On va commencer par les comebacks qu'on va voir tout de suite. C'est le retour notamment de Mboulhi, surtout Mboulhi, parce que c'est le gardien de l'équipe nationale. C'est certainement le meilleur gardien, un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'équipe nationale algérienne qui manque de compétition. Je pense que c'est celui que tout le monde attendait. Voilà, on va le voir, Mehdi Haddad. Cette liste des comebacks, on va la voir avec notamment Mboulhi, Raïs, Jamal Mesbah qui revient parce qu'il manquait de compétition et qui revient, et surtout Adlan Guedioula. Moi, Adlan Guedioula, c'est un grand mystère. Je sais que Gourcuff est convaincu et adore le gardien, et convaincu du talent de Mboulhi. Il a été obligé de l'écarter parce qu'il ne jouait pas, parce qu'il n'avait pas de club, donc logiquement, il n'était pas convoqué. Adlan Guedioula, lui, dans certaines physionomies, dans certains matchs et confrontations, on pensait qu'il pouvait l'appeler dans l'équipe des 23, peut-être même l'incorporer au milieu de terrain. Un milieu de terrain récupérateur assez compliqué. On va en parler notamment avec toi, Sid, et avec Nasser, parce qu'il y avait une paire qui semblait immuable, messieurs. Cette paire s'appelle Taider Bentaleb. C'était des joueurs immuables, indéboulonnables. Disons que c'est les titulaires en puissance. Mais il y a des profils, messieurs. Il y a des profils pour certains matchs. Et puis, il y a donc Guedioula, Mesbah et Mboulhi qui reviennent. Est-ce qu'à votre avis, ce retour
et logique pour eux. Pendant que les journalistes font des messes basses entre eux, et ils ont l'habitude, on lira ça demain dans la presse, n'est-ce pas? Je laisse la parole aux techniciens. Est-ce que ces retours, notamment de Guedioura, Mbolhi et Masbah, vous semblent logiques? Bon, après, tu m'excuseras, Nassar. Moi, je voudrais juste dire que le retour de Mbolhi, je pense que personne ne contestera le retour de Mbolhi. Notamment, moi, je reviens un peu à l'époque où il était un peu son club. Et Halilovic s'entêtait à le faire venir et à le faire jouer. Et il se trompait jamais. Et il se trompait jamais. Et c'était monsieur plus que 50%. On dit souvent qu'un gardien de but, c'est 50% de l'effectif. Mbolhi, ça, pendant les Coupes du Monde ou même en Coupe d'Afrique, les grands rendez-vous, il a été l'homme fort de l'équipe nationale. C'est la classe. C'est monsieur numéro 1. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord? Si on doit choisir un match pour ce gardien, c'est Algérie-Allemagne. C'est l'Allemagne et c'est tous les autres matchs. Je pense que tous les autres matchs. Algérie-Allemagne, j'ai dit. Ah, d'accord. Algérie-Allemagne. Mali. Sur le... Non, Non, je suis pas d'accord sur un truc, c'est qu'il ne jouait pas. moi, j'adore quand Vincent n'est pas d'accord. Alors, c'est pour ça que- Il commence à jouer. Si on applique le règlement d'un entraîneur, de l'équipe nationale et tout, Enfin, les règles de sélection. voilà, c'est lui qui joue pas. Les critères, Voilà, les critères, il ne peut pas être rappelé en équipe nationale et tout. Mais Nassar, pour moi, il est meilleur que tous les gardiens réunis. Non, je parle des critères. Tous les gardiens réunis. Oui, mais quand tu appliques. Attends, Quand tu appliques, on va parler de la quand tu Attends, appliques, parce qu'on va sinon voir les on va voir les Parce blacklistés. que si on avait vu. Alors, messieurs, puisqu'on parle des gardiens, Mahdi Haddad, je veux voir cette liste des blacklistés. Ceux qui ne sont pas dans cette liste élargie, il y en a un qui est, je ne vais pas dire choquant, mais qui peut poser polémique. Il y Alors, en a même deux. Hein. Nabil Riles, qui a eu un accrochage avec Gourcuff il y a, avant la Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas. Lors des éliminatoires. Lors des éliminatoires. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été écarté et on n'en parle plus. Voilà. Est-ce qu'il est titulaire dans son club en Espagne? Il joue en Liga. Il joue en... Le dernier match, il n'a pas joué. Il n'a pas Voilà. joué le dernier match, mais il joue souvent. Il joue souvent. Il joue en Liga et il joue en première division. C'est pas rien. Et il n'est pas dans cette liste. Et il y a un deuxième qui s'appelle Rami Bensebaini, formé par le Paradou Athletic Club, qui joue à Montpellier, l'équipe de... Lui, il ne peut pas figurer sur la Il joue pas. liste. Il n'a jamais été Non, appelé en sélectionné. équipe nationale, il n'a Non, jamais mais été- Ok, moi je suis d'accord avec toi. Et moi, je suis Moi, étonné. je suis d'accord avec toi. Je suis étonné de le voir sur la blacklist. Mais je vais vous dire pourquoi. Je l'ai mis sur la blacklist. Mais il peut être Et sélectionné. il peut être... Alors, Et les pourquoi... sélectionneurs. Surtout maintenant. Alors pourquoi on met un joueur qui joue au Paris FC, qui n'est pas un club de Ligue 1 Pour française? Besbaini, le problème est réglé. Attends, il va attends, participer, Jamel. pardon, Ah, non, il non, va Jamel. participer Non, non, Jamel. avec l'équipe nationale Non, olympique Jamel, au championnat d'Afrique des Jamel nations. Rachdi. Alors, mais- je termine et je te donne Je suis l'argumentaire. un peu d'accord avec Riyad. Alors, Bensebaini est défenseur. Bensebaini. Bensebaini. Voilà. Il est joueur titulaire d'un club en Ligue Ligue 1 1. française. C'est vrai que Montpellier a très mal débuté la saison, le club de Courbis, mais à revenir, hein. il revient très bien. Victoire 2-1 avec notamment le premier but de Riyad Boudbouz face à Bastia, son ancien club, lors de la dernière journée. C'est un joueur qui joue dans l'élite française. Minimum, on le met dans une liste élargie, messieurs. Jamel, si je me trompe, tu me dis, tu te trompes. Non, je vais te dire, tu te trompes jamais. Seulement, pour Besbaini, le cas est réglé. Lequel? Ce joueur va évoluer avec l'équipe nationale olympique au championnat Mais là, d'Afrique. je suis pas d'accord, Jamel, Qualificatif, hein. pardon. Excuse-moi. Qualificatif. Thierry Il a- Henry a joué une Coupe du Monde 98 alors qu'il avait 18 ans. Bah, laissez-moi parler, laissez-moi terminer. L'âge n'a rien à voir Laissez-moi là-dedans. terminer. je suis pas d'accord. Il va jouer, il a fait un choix pour lui, pour le faire inclure dans l'équipe nationale olympique. Il n'a pas besoin de lui en équipe A. Non, pour le moment, oui. Peut-être qu'il juge que pour le match contre la Tanzanie, Jamel, il n'a pas besoin de Jamel, t'es moyen sur ce point. Jamel, Moi, je te Jamel, le non, dis. je suis pas moyen. Si, t'étais Excuse-moi, moyen. Riyad, excuse-moi, Riyad. Moi, je vais donner mon avis et je suis dans le même poste que moi. Zidane. Je pense que, parce qu'en l'ayant vu évoluer avec Montpellier, actuellement, nous avons un gros problème dans l'axe Merci. en équipe A. Pourquoi prendre un joueur qui est titulaire et c'est pas rien de jouer à Montpellier pour sa première saison, c'est-à-dire qu'il a des facultés, des capacités d'adaptation et des qualités techniques requises pour être en première division française, pourquoi aller ramener un joueur qui joue au Paris FC et le faire jouer dès sa première venue, sa première sélection En titulaire en titulaire,
et ignorer un joueur comme Ben Sbaini qui a fait ses preuves en première division, qui a été décisif certaines fois. C'est vrai, je suis d'accord. Qui joue Il a marqué un but. comme demi-défensif et non pas Ça, c'est un choix de Courbis. Non, C'est un choix de je suis Courbis. désolé. Alors pourquoi avoir ramené Karaoui dans ces conditions? Non, mais ça, c'est un choix Non, de non, Courbis. pourquoi avoir ramené Karaoui? Jamal, Si c'est pas pour tu sais l'associer très à bien Mondi que ou à en sélection- Medjani. Pourquoi? Mais pourquoi on n'appelle pas un joueur algérien qui joue en Ligue 1 française en défense alors qu'on a des problèmes en En défense? plus, avec les dates FIFA, Ça ça correspond pose pas pas de avec, problème. Il peut exactement. jouer dans les deux équipes. Et encore, c'est pas encore réglé pour, Et même sans ça- le tournoi olympique parce que c'est. Non, mais c'est ils un vont joueur jouer qui a un en dehors potentiel des dates énorme. C'est ce que je Oui, comprends même pas. sans Je ça, pense la que- Montpellier doit c'est pour donner l'équipe son accord nationale. pour la Alors, Ils ont est-ce donné qu'on doit attendre Montpellier qu'un a donné joueur, son accord, Nassar, justement. est-ce qu'on doit attendre qu'un joueur ait 27, 28, 30 ans pour l'appeler? Et pourquoi ne pas profiter du jeune âge, et je termine, du jeune âge d'un joueur qui joue en élite dans un grand championnat européen, même si c'est un petit club, même si Montpellier, Nicolas et Courbis ont de gros problèmes en championnat français, ça reste un club qui joue souvent contre Bordeaux, contre Monaco, Qui a contre le été champion PSG, de France contre il y a- Marseille. Il a été champion de France il y a 3 ans. On se demande juste une chose. Mais il y a d'autres Maintenant, échéances, quand on voit, il y a d'autres Pardon, échéances. Jamal, Jamel, quand on voit cette liste et on parle de ce défenseur ou d'autres joueurs, soit l'entraîneur il connaît rien en football, soit il y a d'autres soit il gens devrait qui emprunter les imposent des lunettes, joueurs. soit il devrait emprunter les lunettes du Bien sûr. journaliste qui devait porter des Bah oui, lunettes. qui imposent des joueurs, qui les ramènent à l'équipe. Parce que c'est pas possible que tout le monde voit ça. Excuse-moi, 2 minutes. Vous parlez tous de ce joueur, vous le voyez, et vous trouvez que c'est pas normal. Alors, expliquez-moi comment ça se fait que cet entraîneur ne voit pas ça. Alors, En parlant d'âge, Riyad, pour terminer, excusez-moi, et Riyad, je vais enfoncer le clou, messieurs, parce qu'il nous reste 20 minutes, Juste en parlant on d'âge, va revoir le tableau des blacklistés. Mehdi Haddad, s'il vous plaît. On a parlé de Riles. Jamal Rachdi n'est pas content, mais tant pis pour lui. Alors, on a parlé de Riles, on a parlé de Ben Sebaini, et surtout, on va parler du gardien qui va animer la finale, messieurs, de la Champions League africaine de football. Et si je suis peut-être pas spécialiste du football, quand je vois une demi-finale au Soudan où il y a un arrêt décisif de penalty et sur un contre, il y a un but et un gardien qui est décisif dans une qualification de Coupe d'Afrique des Nations, je le mets au moins au pire 3e gardien de la sélection, messieurs. Alors, Zema a été appelé lors de la double confrontation amicale Guinée-Sénégal. Surtout Guinée. Parce que le Sénégal Alors, a été libéré. Guinée, il joue pas. Amine, tu me corriges si je me trompe. On libère Zema et on garde Bedbouda qui a joué. C'était par rapport à la suspension de Roulin. Voilà, on garde Bedbouda parce qu'on a besoin de lui. On lâche Zema alors qu'on aurait pu l'essayer vu. Attends, je termine. Il a été lâché au profit de l'USMA, de son club. Mais pourquoi mais Zema n'a pas joué le match. D'accord. Il a demandé à être libéré Mais de ce non, match. c'est pas ça le Il problème, était Riyad. libre pour le match du Sénégal. Non, c'est pas ça le problème. Il devait retourner à l'USMA. Il devait jouer avec l'USMA en championnat il devait jouer. Mais la question qui s'impose. Hamdi a décidé de le faire reposer. Et Il n'avait a pas fait le moral, rentrer. en fait. Oui, il n'avait pas le moral parce que c'est vrai que la logique aurait voulu que Gourcuff fasse jouer Exactement. Zemamouche le match contre Face à la Guinée. Alors, Et- Amine, pourquoi il n'avait pas le moral? Bah, parce qu'il n'a pas été aligné. Cette fois-ci, franchement, il a eu une petite explication avec Christian Gourcuff. D'ailleurs, apparemment, c'est pour ça qu'il n'a pas été rappelé. Alors qu'actuellement, il faut le dire, depuis la saison dernière, c'est le meilleur gardien du pays, Algérie. en Algérie. Même par rapport au fait que Mbolhi ne jouait pas avec son club. Non, mais on parle du Et après, championnat national. il y a déjà eu des explications avec le coach. Il ne comprenait pas. Franchement, j'ai eu une discussion une fois avec lui. Lui, c'est quelqu'un, c'est un fils de famille, Zamouche, Jamal le connaît très bien. C'est pas le genre de C'est un joueur- bon gars. Ouais, c'est pas le joueur, c'est pas un fouteur de troubles dans le groupe, etc. Il a eu une petite explication avec son entraîneur. Après, à chaque fois, on l'appelle. Il leur a dit, moi j'ai 30 ans. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de moi, à quoi bon de faire des déplacements en Afrique, etc. Alors que j'ai des échéances importantes avec mon club, etc. Donc pour la énième fois, il est appelé. Et en plus, à ce qui paraît, surtout la dernière fois, il a été rassuré par Christian Gourcuff qui lui avait promis de le faire jouer au moins une mi-temps, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai pas écouté leur discussion. Moi, je vais te pour dire, pour sur ce match, Ah, Il a été la déçu, question pour avancer, il s'est parce que senti- Mehdi Haddad il me s'est dit senti qu'il ne reste pas trahi. beaucoup de Amen. temps. Il s'est À senti votre trahi avis, par le est-ce coach. qu'il y a eu un incident
Est-ce qu'il y a eu un incident Gourcuff-Zema Oui, pendant le moi, stage? je peux te dire. Il n'y Bon, a pas eu d'après. d'incident, il y a eu une explication, c'est Non, clair. c'est Exactement, juste voilà. que Gourcuff- Maintenant, c'est pas, pardon, Smahli. Vas-y. Dans toutes les sélections du monde, il y a un classement des gardiens. Il y a le gardien numéro mais il y 1, a une numéro 2, hiérarchie à numéro 3. respecter. Il y a- Pourquoi Même pas dans les sélections. En Algérie, on ne sait pas qui est le numéro. Bon, on sait, c'est Mboulaye. Mais on ne connaît pas le numéro 2, on ne connaît pas le numéro 3. Pourquoi on écarte Zemamouche pour ramener encore un autre gardien qu'on n'a pas encore vu? Je n'ai même pas retenu son nom. Djenné. Voilà. Djenné. Alors que Zemamouche, quand même, il a de l'expérience. Donc, il a Non, mais il est affirmé. C'est le gardien affirmé du championnat On le national. connaît. Non, mais pas- est-ce que Zema est le gardien numéro 4 de l'équipe nationale? À mon avis- Est-ce qu'il est en 4e position? Non, pas du tout. Non, il n'est plus en est en deuxième quatrième, position maintenant. sans problème. Parce que je vois- Derrière regarde, Mboulaye, il est en seconde position. J'ai jamais vu, moi, quand on fait des matchs amicaux, toujours 2 gardiens. Tu fais 3 matchs, les 3 gardiens jouent. Là, tu fais la Guinée et le Sénégal. Zema match. doit jouer au moins un Bien match. sûr. Non, mais c'est C'est ça ça. la cause. Non, le problème qui s'est posé, Zemamouche devait se rendre de avec jouer la contre Guinée. la Guinée. Le fait qu'il n'ait pas joué, il a été libéré au profit de son club qui devait disputer un match de Ouais, y championnat. a pas de- Pardon, il devait disputer un match de championnat. Donc, pour lui, impérativement, il devait jouer le premier match. D'où le problème qu'il a eu, l'explication qu'il a eue avec Gourcuff. plus, on lui a Pour demandé clore pourquoi ce il n'a pas joué le sujet, match contre la Jamel Guinée. Rachdi, Voilà. est-ce que l'explication Gourcuff-Zema Est à l'origine est à de l'origine la blacklist. de son exclusion De son blacklistage. et de son Non, blacklistage? non, peut-être Bien que- sûr, non, voilà, non. tout simplement. Zemamouche Peut-être a qu'ils se sont demandé d'être entendus. dispensé. Voilà, peut-être qu'ils se sont Exactement. entendus. Zemamouche a demandé d'être dispensé. Moi, de la c'est ce sélection. que j'ai comme information. Zemamouche aurait demandé une explication à Gourcuff sur le match de la Guinée et aurait même demandé est-ce qu'il aurait été utilisé pour le prochain match. Et Gourcuff aurait dit non. Donc, de là, tout est parti. Zemamouche aurait demandé à être libéré pour aller jouer avec l'USMA face au MOB. Et Jamel, Mer- autre chose, qu'il a été libéré au profit de son club pour préparer le... Oui, pour jouer un match de Alors, championnat. qui dit... ouais, je sais pas. Alors, messieurs, c'est la fin de la première Juste par partie. rapport aux critères C'est A la fin. de Ben Sbaini, je termine s'il vous plaît. Rapidement. Ben Sbaini et Gourcuff disaient que Koualet, par exemple, je cite juste un exemple, que Koualet était vieux. Il disait qu'il avait 30 ans alors qu'il a déjà 29 ans. Et Ben Sbaini le voit jeune. Donc franchement, je ne sais pas, ça c'est un peu... Puisque vous gardez la parole, Amin Tirman, alors vous êtes obligé, c'est vous qui lancez la Il est pub. trop jeune Choisissez encore. votre caméra. C'est vous qui lancez la pub. Alors on se retrouve juste après la pub pour parler justement de l'USMA, si je ne me trompe pas. Non, non, on parlera du face-to-face, c'est le 5 juillet. Face-to-face, c'est mon sujet d'ailleurs. Retour sur le plateau de Face Foot pour la seconde partie. C'est le face-à-face, c'est le débat du jour. Vous allez le voir, il va être rapide, mais très, très, très disputé. C'est le face-à-face ce soir. Le thème, c'est bien évidemment ce magnifique temple, cette infrastructure qui est la fierté du football national. Si je dois donner un nom, c'est quoi? C'est le... C'est le temple. Non, l'affaire C'est le joyau. C'est le joyau. C'est le 5 juillet. C'est le 5 juillet qui est évité soigneusement et par l'USMA qui joue la finale et par l'équipe nationale qui a choisi de jouer la Tanzanie à Brakni. Le thème du jour, choisi par Amin Tirman. C'est à Tchaker, c'est pas vrai. Ah, Tchaker. Mais on n'est pas loin. On n'est pas Il loin. a raison, Réal, parce que dans le contrat Tanzanie, ok, mais le prochain, c'est à Brakni. On est capable de jouer à Brakni. Alors, le thème que vous avez choisi, c'est le 5 juillet. C'est une image du film de qu'il est Spielberg, maudit? Le Est-ce qu'il est temple maudit maudit. par, Est-ce que le 5 juillet est un temple maudit? C'est le Est-ce sujet. qu'on ne le mérite pas? Et est-ce qu'on le mérite ou pas? 5 juillet, le temple maudit. S'il vous plaît, messieurs. J'arrive pas à les tenir. 5 juillet, temple maudit. Il semblerait que le stade du 5 juillet soit devenu indésirable. La sélection nationale mais aussi l'USMA d'Alger l'ont soigneusement évité pour autant pour des matchs décisifs. Même la Ligue nationale a programmé la Supercoupe d'Algérie à Constantine. Pourquoi donc avons-nous attendu tout ce temps pour la réouverture du vieux temple algérois? Il s'agit du plus grand stade du pays. Inauguré en 1972, le stade du 5 juillet a abrité le plus grand rendez-vous du football national et a battu des records d'affluence à travers le passé. Aujourd'hui, il contient environ 70 000 places. L'enceinte olympique a été rouverte en ce début de saison. Après 2 ans de travaux, le stade a été fermé le 21 septembre 2013 suite à l'effondrement d'une partie d'une tribune qui avait coûté la mort de 2 supporters de l'USMA lors du derby du Mouloudia. Depuis,
Outre la pose de nouvelles dallettes au niveau de toutes les tribunes supérieures, le grand stade de la capitale s'est vu également germer une nouvelle pelouse semée à l'aide d'une technique moderne utilisée pour la première fois en Algérie. Les vestiaires ont été également modernisés. Bref, tout pour redevenir le meilleur stade du pays. Cependant, quelques semaines après son inauguration, l'on constate que le stade du 5 juillet devient maudit. Tout d'abord, les joueurs et le staff technique de l'équipe nationale ont été déçus par leur retour à Alger. Beaucoup de joueurs ainsi que Gourcuff découvraient pour la première fois l'ambiance et les conditions de jeu dans le vieux stade algérois. Des joueurs sifflés, le sélectionneur conspué, une défaite et une victoire mais sans conviction. Résultat des faits, la FAF et le staff technique ont décidé de retourner à Mustapha Tchakar de Blida à l'occasion de la réception de la Tanzanie pour le match désignatoire de la Coupe du Monde 2018. De là à dire que l'équipe nationale fuit le 5 juillet. Autre exemple qui a surpris plus d'un, la décision prise par l'USMA d'Alger de disputer sa finale allée de la Ligue des Champions à Omar Hamadi de Boulorine. Son petit stade fétiche est historique. Plus de 40 000 supporters USMIS seront privés de la finale puisque Boulorine ne peut accueillir que 12 000 places au grand maximum. Même si les arguments de Hamdi sont acceptables, il estime que ses joueurs n'ont plus leur repère au 5 juillet puisqu'ils n'y ont pas joué depuis 2 ans et qu'il aimerait que le public exerce une grosse pression sur son adversaire comme ce fut le cas lors des précédents tours. Mais chose est sûre, comme l'équipe nationale, l'USMA évite le 5 juillet alors que la finale de la Super Coupe d'Algérie prévue le 1er novembre et qui mettra aux prises le MOB et le SS est programmée au stade Hamelaoui de Constantine. Des données qui obligent des interrogations. Le temple du 5 juillet est-il maudit? Fait-il peur à nos équipes? Ou tout simplement, nous ne le méritons pas? Alors le 5 juillet est-il maudit? Est-ce qu'on a peur de jouer au 5 juillet après ces 2 matchs, Guinée, Sénégal, qui n'ont pas vraiment convaincu malgré une victoire face au Sénégal et cette défaite face à la Guinée? Avant cette double confrontation, déjà l'USMA avait annoncé qu'elle ne voulait pas jouer au 5 juillet. La communication de l'USMA a plus voulu répondre à la décision du TP, n'est-ce pas, Amine, d'avoir choisi son stade de Lubumbashi en disant « puisque vous jouez dans votre stade, on jouera dans notre stade ». Mais est-ce que vraiment ce stade du 5 juillet qui a coûté bonbon, pour ne pas donner des chiffres si vous les avez, Amine Thierman. Des centaines de milliards. Des centaines de... Des centaines de milliards de C'est francs. 160, je pense, en équivalence en dinars, c'est 160 milliards de dinars. Pour le rénover, De est-ce centimes. qu'on ne veut plus, est-ce qu'on a peur du 5 juillet ou est-ce qu'on ne sait plus jouer au 5 juillet, Jamel? Moi, je ne comprends pas qu'un stade comme le stade du 5 juillet, où les plus belles pages de l'histoire du football algérien ont été écrites dans ce On stade. peut les rappeler? Bien sûr qu'on Victoire peut les en rappeler. finale de Cannes Les Jeux méditerranéens 1990. le Moudi à Hafia 76. Victoire des les Jeux Africains méditerranéens face à la 78, France. Les, Trois les- coupes, les trois- grands matchs que... Coupe d'Afrique Les belles finales de de la JSK. Les belles finales de Coupe Bien d'Algérie. sûr, la Coupe d'Afrique de 90, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et les matchs de préparation les de matchs de l'équipe préparation de l'équipe nationale les coupes de la avec les GSK. plus grandes équipes du monde. Il y en a qui s'en souviennent pas, Nassal, mais il y avait Bordeaux, Fluminense, Bordeaux, Real Madrid, Il y avait Pérou, le Pérou, Juventus. Les grandes équipes allemandes étaient là, les grandes équipes anglaises étaient là, les grandes équipes brésiliennes, Nottingham Porto, Forest, je m'en Grêmio, souviens. Porto Eindhoven. Alegre, etc., Curitiba, toutes ces équipes ont joué ici. Donc toutes les grandes équipes dans le monde ont joué ici. Alors je me demande pourquoi on refuse de jouer sur un stade pareil, alors que le club, qui est le Mouloudi d'Alger, qui le réclame à corps et à cri. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, messieurs. Alors, moi, je vais vous avertir tout de suite. Je ne veux pas de langue de bois. Pourquoi l'équipe nationale, pourquoi la fédération a décidé de revenir En tous à les cas, ce Tchakar? n'est pas un choix technique. Je suis sûr et certain que ce n'est pas Gourcuff qui a décidé ça. Voilà. Parce que, bon, j'ai pas envie de revenir sur l'USMA, on en a parlé. Ils ont choisi Bolloré, c'est la finale. Bon. Comment Le dire. public, il est Voilà. exigeant. Mais est-ce Maintenant, que- pour l'équipe nationale, ça pose problème. Pourquoi l'équipe nationale refuse de jouer au 5 juillet? Parce que l'équipe a été sifflée contre la Guinée et le Sénégal. Ce n'est pas une raison pour quitter un stade. C'est juste la peur du public? C'est clair, c'est la peur du public. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont... La superstition aussi. Peut-être qu'ils sont superstitieux. Non, il y a la superstition Dans ce cas-là, ils vont jouer à Tchakar. Non, pas les joueurs, Ils pas les vont joueurs. s'habiller en blanc. Non, pas les joueurs, pas les joueurs. Il faut toujours s'habiller en blanc.
Non, s'habiller en blanc le soir, c'est bon. Il faut peut-être Ne pas s'habiller en vert. il faut toujours renforcer l'équipe Soyez des sérieux, soyez sérieux, messieurs. Non, il ne faut jamais s'habiller en vert sur un terrain lorsque tu joues en nocturne. C'est clair, net et précis. Saint-Étienne, ils jouent en vert tout le Non, temps. non, je suis vraiment désolé. Vous n'avez aucun repère lorsque vous jouez sur une pelouse qui est verte, en tenue totalement verte. Non, mais est-ce que vous voulez faire allusion au fait que Non, non, je l'Algérie, parle quand elle joue sérieusement. en blanc, Non, elle non, gagne? je parle sérieusement pour un joueur. Vous n'avez qu'à voir l'évolution Non, d'un mais ça joueur arrive souvent, en ce qu'il dit nocturne. Jamel, Bon, c'est-à-dire simplement. que- Ah non, non, de attendez, je choisir vous les- donne la parole, messieurs. Ça, c'était les journalistes, journalistes, Non, non, voilà, journalistes. je ne vais pas dire journaleux parce qu'ils vont se vexer. Journaleux. Maintenant, j'ai parlé aux gars de terrain. Est-ce que le fait de ne pas jouer au 5 juillet, c'est le fait d'avoir peur d'ouvrir le jeu, d'avoir un jeu réel, de confronter l'adversaire, de confronter ses vraies qualités techniques, individuelles, physiques, messieurs? Est-ce que c'est la réalité? Bon, je pense que déjà, le fait de... Je reviens sur ce que disait Rafir tout à l'heure. Moi, je déplore un peu les sifflets. Je trouve que c'est inadmissible pour un public lors d'un match international, que ce soit amical ou lors d'une grande compétition. On ne siffle jamais son équipe nationale. À 20 minutes de jeu, je ne vois pas pourquoi, même si on est... Même En si match certains, amical, en plus. en match amical, même si certains étaient contre Gourcuff, il y a d'autres manières de prononcer son mécontentement et ne jamais siffler sa propre équipe nationale. Ça, c'est inadmissible. Ça, on ne verra jamais Alors, ça. on quitte On quitte pas un stade. une magnifique enceinte juste à cause de sifflets? Non, mais attends, les gars, déjà, il y a le stade du Saint-Juillet qui a été fermé pendant 2 ans. Il y a eu des sommes colossales qui ont été mises à disposition pour la rénovation du stade et tout, pour jouer un seul match amical dessus ou 2 matchs amicaux et après revenir à Tchaker. Nassar, les grands spécialistes ont dit la pelouse du 5 juillet est peut-être une des meilleures pelouses du monde. Je ne dis pas d'Afrique, du monde. Une des meilleures pelouses du monde. L'Algérie, l'équipe nationale, à votre avis, où est-ce qu'elle doit jouer ses matchs officiels? C'est le 5 juillet, automatiquement. C'est un grand stade comme ça. Et comme il a dit Jamel, les plus belles pages de l'histoire se sont écrites là-bas. Je pense que le 5 juillet est le meilleur stade pour notre équipe nationale. Maintenant, il y a l'exigence du public qui est très exigeant. Et je trouve que c'est normal. On a déjà vu sur les Non, mais là, on personne. parle plus Non, mais d'exigence, personne. 2 je minutes, pense je que- termine, Sidi Ahmed. Le public a tous été sifflés dans un stade sur un match où l'équipe n'était pas bien, sur la première mi-temps. Et on est des professionnels. Il y a une réaction sur le terrain. Tu réagis, tu es un professionnel. Tu dois réagir et jouer bien et marquer. Le public sera avec toi. Voilà la vie, je suis obligé. Il ne reste pas beaucoup de temps, messieurs. Juste une petite précision, parce qu'on a Rapidement. dit que ce n'est pas une décision technique. Non, ce n'est pas vrai. Rawarawa a dit, et je l'ai bien écouté, on va faire une consultation avec les joueurs et l'entraîneur. Donc c'est une décision collective. C'est une qui a été prise. concertation. Voilà, donc voilà, c'est c'est les une joueurs. concertation. Le président de la FAF peut te dire n'importe quoi et faire ce qu'il veut. Alors, D'accord. messieurs, voilà, on va arrêter. On va passer à la troisième partie. C'est le face à vous. Et pour la dernière partie, il reste, allez, combien? 9, 8 minutes, Mahdi Ahmed? Même pas. Voilà, même pas, c'est très clair, mais c'est pas grave. C'est le face à vous. Alors, ici, ça parle, ça papote, etc. Vous pouvez continuer, messieurs, c'est pas grave. Alors, Mahdi Haddad, vous coupez tous les micros, il n'y a que le mien qui est ouvert. On va parler, bien sûr, de cette finale samedi 20h30 au stade Omar Hamadi entre l'USMA d'Alger et le tout-puissant Mazembe. Ça fait peur comme ça. C'est plus facile de dire TP que tout-puissant. Mais c'est vrai que cette année, ils sont tout-puissants. Moi, j'estime. Les supporters du Smart parlent de tout petit. Je ne savais pas que vous étiez Will Smith. Je dis- Alors, nous avons contacté cet après-midi un spécialiste du foot africain, notre confrère de Radio France Internationale et de Foot Africa 365. C'est le site où il sévit notamment en tant que rédacteur en chef. C'est Patrick Juillard qui nous parle de cette finale USMA TP Mazembe, la première partie de cette finale, c'est-à-dire à Bolorine. On va écouter Patrick Juillard et on revient tout de suite après pour parler de ce USMA TP Mazembe. Oui, pour moi, c'est une très belle finale parce que elle oppose un club du Maghreb à un club d'Afrique centrale. Et ce sont deux grands bastions des succès en coupe interclub. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs par le passé, de clubs tunisiens, de clubs marocains ou algériens qui l'ont emporté. Il y a également eu beaucoup de victoires venues d'Afrique centrale. Bon, il y a plus longtemps, c'était le Cameroun et maintenant, c'est plutôt la RD Congo qui tire son épingle du jeu.
Donc pour ça, c'est très intéressant de voir ça, d'autant que ce sont deux clubs avec des gros moyens quand même à l'échelle du continent africain. J'ai pas besoin de vous rappeler les moyens mis à disposition de l'USMA par son président et par les différents partenaires du club. Mais il faut souligner que le TP Mazembe est sans doute le club le plus riche d'Afrique noire, dirigé par Moïse Katumbi, donc qui est un personnage assez étonnant et détonnant, qui était gouverneur du Katanga, donc la région minière du Congo, dont le club est issu, qui est pas loin de la Zambie, en fait, qui est au sud du pays, à Lubumbashi, et qui a mis qui dispose de beaucoup d'entreprises et notamment de mines dans cette région, et qui a mis beaucoup de moyens à disposition du club. Il faut savoir, par exemple, c'est un des seuls clubs, à ma connaissance, d'Afrique noire qui dispose d'un avion privé pour que les joueurs puissent se déplacer sans dépendre des lignes commerciales, ce qui est quand même un avantage quand on fait des déplacements dans des pays compliqués où il n'y a pas beaucoup de vols, où il faudrait prendre des correspondances. Et donc il met vraiment ses joueurs dans les meilleures conditions, et à ce titre-là, disons que c'est un bon challenge aussi pour l'USM Alger, qui est un club qui monte en gamme un petit peu, qui est le club qui essaye de prendre l'ascendant sur le reste des clubs algériens, financièrement parlant. Alors, on a écouté Patrick Juillard, Amin Thierman, que vous avez contacté cet après-midi, qui met plus une pièce sur le TP par rapport à l'USMA. On le voit, une équipe qui essaye d'émerger, de prendre l'ascendant sur les clubs algériens. C'est ce qu'il dit déjà avant de monter d'un cran sur les clubs africains. Mais le TP, cette année, en tout cas pour Patrick Juillard, est favori, même si l'USMA reçoit en match. On va parler dans un instant du côté technique, même si on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai que l'USMA, ils suivent un peu le modèle du TP Mazembe lors de la venue des Haddad à l'USMA, lorsqu'ils ont pris le club. C'est vrai qu'ils pensaient à faire comme le TP Mazembe. Ça devient un modèle chez les clubs professionnels en Afrique. Il a justement parlé de la puissance de la direction et surtout de son président Moïse Katumbi, qui est un homme d'affaires richissime au Congo. On avait posé la question, est-ce qu'on doit s'inquiéter justement par rapport au jeu de coulisses? On a beaucoup entendu parler du TP Mazembe qui avait usé de quelques La puissance politico-financière du Exactement, président. par rapport à cette finale, on va écouter sa réponse. Alors, c'est vrai que ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que le match retour va se jouer en RD Congo. Donc, si jamais, si l'USMA fait la décision au match aller en l'emportant sur un très large score, je pense que l'arbitrage, par exemple, ne pourra pas suffire à rétablir, disons, les choses. Maintenant, s'il reste du suspense à l'issue du match aller, ce qui est quand même possible, parce que les deux, on en parlera peut-être après, les deux équipes sont pas très, en termes de qualité de jeu, elles sont pas très éloignées les unes des autres. Effectivement, on peut toujours craindre, on a vu par le passé, il faut pas vivre au pays des bisounours. On a vu par le passé que dans le football africain, il y avait parfois des choses un petit peu irrégulières dans l'arbitrage. Dans un sens comme dans l'autre, disons qu'il y a souvent un arbitrage à domicile. On se rappelle, c'était pas des matchs de coupe interclub, mais c'était des matchs de sélection. Le barrage entre le Burkina Faso et l'Algérie, à l'aller comme au retour, il y avait eu une grosse erreur d'arbitrage en faveur du pays qui recevait. Donc on le sait bien. Donc maintenant, il faut espérer que ça ne vienne pas gâcher la fête et ça ne vienne pas fausser les choses. Voilà. Mais ça, on ne peut pas le savoir. A priori, on n'a aucune raison de douter des arbitres désignés notamment pour le match aller. Maintenant, seul le terrain permettra de conforter cette impression. C'est ce qu'on verra en tout cas le samedi 31 octobre lors de la finale allée de l'USMA d'Alger face au TP Mazembe. On va faire vite du moment qu'on n'a pas beaucoup de temps. La troisième question, c'était pour Patrick Juillard par rapport à comment les Congolais, la presse congolaise et les médias africains en général ont vu cette décision de l'USMA de jouer à Bolorine au détriment du 16 juillet. Est-ce que l'USMA a montré qu'elle a peur du TP Mazembe? On va écouter la réponse de Patrick Juillard. Écoutez, moi, disons que ça risque plutôt. Je comprends très bien les arguments de dire qu'un petit stade avec un public proche de la pelouse est un peu plus difficile à jouer pour l'adversaire. C'est-à-dire qu'effectivement, les supporters peuvent davantage influencer, je pense, mettre la pression sur les joueurs dans un cadre comme celui-là, alors que le 5 juillet, qui est maintenant un stade ultra moderne, s'y prête moins et en plus
Physiquement, on est beaucoup plus loin du terrain dans un stade omnisport que dans un petit stade comme Bollorine. Maintenant, c'est vrai que sur le plan de l'image donnée à l'extérieur, comparé au stade neuf pratiquement du TP Mazembe qui a été inauguré il y a 3 ans, le stade de Bollorine fait un peu figure de stade à l'ancienne, donc ça donne pas une image hyper moderne de l'USMA, mais je pense que l'argument sportif a primé, c'est-à-dire que l'USMA donnerait une image plus moderne et plus ambitieuse d'elle en allant au 5 juillet, mais pour des raisons de volonté de mettre la pression sur les joueurs, on préfère rester dans un petit stade. Donc je pense que c'est un choix qui se respecte sur ce plan-là, quoi. Alors on va en débattre dans quelques instants avec vous mes amis, mais on va enchaîner avec le quatrième aspect, avec le journaliste d'RFI Patrick Juillard, justement par rapport aux favoris de cette finale, comment elle est vue déjà par les journalistes africains et les spécialistes du football africain, et surtout il a parlé des atouts de cette équipe du TP Mazembe et de sa ligne offensive. Il met en garde l'entraîneur de l'USMA, j'espère qu'il nous regarde ce soir, Mouloud Hamdi. Hamdi nous regarde, je peux vous l'assurer. Alors sur la manche allée, je pense quand même que l'USMA a les moyens de prendre un avantage, même si la perte de Youssef Belaïli est une grosse perte sur le plan de l'emprise sur une rencontre. C'était vraiment le maître à jouer, le leader technique, le détonateur de l'équipe, et là malheureusement celle-ci ne pourra pas compter sur lui. Il faut faire attention à l'USMA, à la rapidité des attaquants de Mazembe. Il y a un trident offensif il y a un vrai avant-centre qui est Samata et deux joueurs meneurs un petit peu excentrés, dont Kalaba le Zambien et souvent Roger Assalé ou bien Adama Traoré le Malien. Enfin, ils sont en balance pour un poste et ce sont des joueurs vraiment techniquement remarquables et surtout très tranchants qui vont très vite vers le but adverse. Et Samata est un vrai tueur, hein, comme on dit. Hein. Il faut vraiment se méfier de ce joueur. Il n'a pas besoin de 10 occasions pour mettre un but. Il est très dur à marquer. Donc il faut faire attention à pas trop s'exposer. Mais je pense que l'USMA va tenter de prendre la possession de balle et de jouer haut pour essayer d'avoir plus d'occasions et d'avoir l'emprise. Voilà. Merci donc à notre ami Patrick Juillard qui a eu la gentillesse d'analyser cette finale, hein, vue de France, mais vue de Nice. Avec un œil africain. C'est vraiment un œil niçois d'Afrique, parce que bon, d'abord il est supporter de Nice, parce que la boutade c'était que tout à l'heure en le contactant on l'avait un petit peu chambré, parce que le Gazélec avait battu Nice 3 buts à 1. Mais c'est assez judicieux ce qu'il dit, parce qu'on se regarde un petit peu. Il ne faut pas être nombriliste, il faut regarder aussi l'adversaire. Messieurs, pour terminer cette émission, et je pense qu'on a un peu répondu aux questions qu'on salue, Nazimovic Roja qui nous avait posé une question sur Ben Sebiani, Fawzi Arsenal qui avait posé une question sur le retour de Mbolhi, et puis Mouhtegal qui nous parlait également peut-être l'éventualité de changer l'instance de la FIFA et de la mettre entre parenthèses pour créer une autre instance provisoire. Ou alors, encore Nazimovic qui parlait de Yahya Cherif qui faisait un super retour au CRB. On parle peu du CRB, on en parlera dans les prochaines émissions. Mais à votre avis, la clé, j'allais dire la clé des matchs, parce qu'il y a 2 manches. Messieurs, est-ce que l'USMA gagnera sa Champions League à Bollorine ou alors elle a encore une chance de gagner sa coupe à Lubumbashi? Au match aller, il faut gagner avec un score Faut d'abord assurer qui va les réconforter. C'est quoi assurer, messieurs? 2-0, ça suffit? 3-0? Pour moi, déjà, le plus important au match aller, c'est de ne pas prendre de but. Le plus important. Pour l'USMA, c'est de ne pas s'exposer au contre et prendre de but. Après, si on peut mettre... Non, ne pas prendre de but. Le plus important, c'est de garder sa cage vierge. Il faut gagner. Ensuite, si on peut mettre plus de 2 buts, ça serait bien. Mais 2-0 déjà, c'est bien. C'est l'idéal. Allez, Nasser, celui qui marque des buts. Est-ce que l'USMA peut en mettre plus que 2? Avec une équipe d'expérience, il faut faire très attention. Déjà en défense, derrière, ne pas encaisser. Et surtout partir avec 2-0 ou même 3-0 si on peut. Il rigole, il sourit, Tirman, pour assurer le match retour. Tirman sourit, il parlait de défense. Sid Ahmed qui nous disait il y a un sérieux problème en défense. Hamdi, est-ce qu'il va trouver une solution en défense? Amine, après j'aime. L'USMA a encaissé quand même 7 buts, c'est pas rien en 10 jours. Mais sauf que c'est pas la charnière. Combien de matchs? En 3 matchs.
la charnière titulaire de l'USMA, donc Khoual Chafa, ils n'ont pas joué ensemble les 3 derniers matchs, donc on ne peut pas vraiment les juger. Mais Khoualed, il est incertain par rapport à sa titulaire indiscutable. Et Meftah qui joue pas, je vous rappelle la réglementation de la Ligue des Champions, désolé Mehdi parce qu'il faut que je précise, il a pris 2 jaunes en début de compétition, ça lui a donné un rouge, et puis il accumule encore 2 jaunes, et automatiquement dans la réglementation de Ligue des Champions 2015, il prend 2 rouges automatiques, donc il va perdre la finale aller et la finale retour. Mais l'entraîneur saura comment faire son équipe, il est là pour ça. Ce qui m'inquiète, c'est la frilosité dont fait montre un petit peu la défense Smith ces derniers temps. Surtout face à des attaquants oui, du TP. et parce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'axe Alors central. je vous dis, moi, mesdames, messieurs, vous entendez rien, moi j'entends les Al-Ashdi, les Lafiq Habib et Sid et Nassar, et j'entends aussi surtout Mehdi Haddad qui me dit ça y est, c'est fini, ça y est. Alors, messieurs, pour terminer, pronostic, chacun son tour, et je veux un pronostic rapide pour chacun. Sid Moi, Ahmed. je veux un 3-0 pour l'USMA. La réalité du football, 1-0, ça va être difficile pour l'USMA. 2-0, 2-0, penalty. Qualification et victoire pour Ah, je ne sais pas après. Match retour inclus. Il se bouille pas, il se bouille pas. Penalty. Jamal. Je préfère ne pas me prononcer jusqu'au match retour. Vous y croyez? Oui, l'USMA a des chances, mais pour peu qu'elle Mais c'est n'encaisse pas un pas. pronostic en termes réels. Moi, je suis chauvin. Je veux que l'USMA gagne et Oui, je dis mais tout le monde 3-0. veut. Je Tout le poserai monde pas veut la que question l'USMA gagne, à voyons. je poserai pas la question à Amin Tirman, il a besoin d'un défibrillateur pour savoir. aura Je serai avec son lui le trophée- samedi. Je serai aura son garde du enfin son corps. trophée africain et ça va se faire à Lubumbashi, pas à Bolloré. Donc, la victoire, c'est le Mumbashi. Ça, c'est D'accord avec moi, 1-0. Ça, c'est pas la raison, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle et c'est tout notre cœur qui Il parle. faut pour- partir avec l'idée de marquer un but là-bas. Sinon, c'est pas... Bah ouais. Voilà, Amin Tirman, vous savez qu'il y a l'attaquant mauricien qui ne joue pas, Andrea. Et je pense que Hamdi a choisi Tirman pour le remplacer en cas de défection. Merci Amin Mehdi Haddad et désolé à Speedy Gonzalez. J'ai nommé Hicham Snoussaoui qui nous salue. Ça fait sourire Sid Ahmed. Le journal du soir présenté par l'excellentissime Hicham Snoussaoui. Tout de suite après l'émission, on revient à cette caméra. Merci à tous de votre fidélité. FaceFoot revient lundi prochain. Je vous promets 21h15. Ou 20, Mehdi Haddad, c'est comme vous voulez. Même 21h, c'est bien. Rendez-vous lundi prochain. Salut, à la semaine prochaine. الكحلة كيما تقول